c'est parti. On décolle piste 18. Parti de Bourg-en-Bresse, cet avion met le cap vers les monts Jura. À son bord, Frédéric Touny. Donc on va être pile dans l'axe au moment où on va arriver sur le Pays de Gex. Ce géographe s'intéresse au patrimoine qui raconte l'histoire de la région. Il me semble apercevoir l'antenne. Au bout de 20 minutes de vol, l'avion aborde les plus hauts sommets du massif. On est en train d'entrer dans le Pays de Gex par le col de la Faucille, sur la droite les monts Jura, et puis face à nous le bassin genevois qui fait partie intégrante du Pays de Gex. On a le lac Léman, au-delà on l'aperçoit tout au fond, le Mont Blanc, le toit de l'Europe. Le Pays de Gex, c'est cette vaste plaine qui longe la frontière suisse. Une petite enclave française bordée par le Jura. Juste devant nous, on voit vraiment les entrailles de ce massif du Mont Jura. Vous voyez cette succession absolument magnifique de couches calcaires. On voit très bien les plissements et on voit très bien les différentes couches géologiques. On comprend très bien comment s'est formé ce massif jurassien. Ça s'est fait très progressivement suite à la surrection du massif alpin tout proche, qui est à peine une centaine de kilomètres d'ici, et bien, qui a permis la création des monts Jura que nous sommes en train de survoler. Ah là, c'est absolument magnifique. L'avion longe la réserve naturelle nationale de la haute chaîne du Jura. C'est l'une des plus vastes réserves de France. Nous sommes en train de longer le Crêt de la Neige qui culmine à 1720 mètres et qui est le sommet du massif du Jura. Juste à côté, eh bien, il y a le Recullet à 1718 mètres. Donc on a 2 mètres d'écart. Pendant longtemps, il y a eu une guerre pour savoir lequel des deux était le sommet du Jura. Le sommet du Recullet se reconnaît grâce à cette croix en métal. Haute de 10 mètres, elle domine le massif depuis plus d'un siècle. En sortant du Pays de Gex, l'avion suit le Rhône pour se diriger vers le massif du Bugey. Ces montagnes marquent la pointe sud du Jura. C'est l'un des 4 pays qui composent le département de l'Ain. Nous sommes en train de survoler le Rhône qui a une quinzaine-vingtaine de kilomètres d'ici, a quitté le lac Léman et qui vient cisailler le massif du Jura ici et qui forme ce que l'on appelle une cluse. Et au pied de cette cluse, on aperçoit extrêmement bien ce fort. On a 2 éléments dans ce fort, l'écluse. Le fort du bas qui est la partie la plus ancienne et le fort du haut, lui, qui a été réalisé au 19e siècle puisque c'était un passage qui permettait de passer des territoires suisses
pour aller vers Lyon. Donc ici, on est vraiment sur un axe européen stratégique. Ici, le fleuve marque la limite entre les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie. Nous allons quitter le Rhône pour aller vers le massif du Bugey. Le massif du Bugey, c'est cette chaîne de montagnes boisées qui borde le fleuve. Frédéric arrive sur la curiosité géologique la plus impressionnante de la région. Un canyon vertigineux qui découpe tout le massif. Alors ici, on entre dans la cluse des hôpitaux par l'est. Là, on prend réellement conscience de la majestuosité, je dirais, de cette cluse, avec de part et d'autre des plateaux. Et on a cette vallée qui est extrêmement encaissée. On a des barres rocheuses qui font 100, 200, voire 400 mètres à certains endroits, qui ont été taillées dans des calcaires qui ont entre 150 et 160 millions d'années. Donc on a une véritable lecture géologique sous les yeux. Cette cluse est une voie de communication majeure. Au Moyen Âge, elle permettait aux commerçants de voyager entre la Champagne et l'Italie. Après ce canyon, l'avion aborde maintenant une région historique du Bugey. Ici, au Moyen-Âge, on était à une zone de conflit entre d'un côté la maison de Savoie et puis le Dauphiné. Donc ces deux familles sont entrées en guerre à la fin du XIIIe et au début du XIVe. Et cette guerre qu'on appelait la guerre delphino-savoyarde a été à l'origine d'une multitude de constructions de châteaux, dont un très bon exemple se trouve face à nous, le château des Alimes. C'est la plus belle bâtisse fortifiée médiévale conservée dans le Bugey. Sa situation en hauteur offrait à la forteresse un point de vue idéal sur la plaine. Édifiée par les seigneurs dauphinois, elle a été prise ensuite par la maison de Savoie. Sur la droite, on aperçoit le château de Varec qui a été en partie ruiné et qui a une très belle restauration du 19e siècle. Et juste face à nous se dresse le village du Jujurieux, qu'on appelle très souvent le village aux 13 châteaux, qui sont des châteaux de l'industrie, puisque ici, au 19e siècle, Jujurieux a été marqué par l'essor de l'industrie des soieries, avec les grandes industries soyeuses lyonnaises. C'est la première fois que j'ai la chance de survoler la région et je dois avouer que c'est un véritable régal. Enfin, j'en prends vraiment plein les yeux. Quand on voit là sur la droite la rivière d'Ain qui serpente au travers de la vallée, c'est somptueux. Cette rivière a donné son nom au département. La rivière d'Ain, c'est sûrement l'une des plus belles rivières de France qui a gardé un cours naturel et relativement sauvage. Après la plaine de l'Ain, l'appareil atteint la Dombes, qui s'étend entre Lyon et Bourg-en-Bresse. Ici, les montagnes laissent place à un plateau ponctué de nombreux étangs. Quand on parle de la Dombe, on dit souvent que c'est le pays aux 1000 étangs. Et ce qui est typique de ce paysage, c'est ce que l'on a sous les yeux. On a les étangs qui se suivent les uns derrière les autres. Ils forment très souvent de véritables chapelets.
et ils ont épousé le paysage puisqu'ici, il y a environ 200 000 ans, il faut imaginer que la Dombes était totalement recouverte de glaciers et en se retirant, les glaciers ont permis par la suite l'édification de ces étangs. Au XIIIe siècle, des moines décident d'aménager les étangs pour élever des poissons. Depuis, la Dombe est devenue la première région piscicole en eau douce de France. Ici, c'est vraiment magnifique. On a un patchwork d'étangs, de bois, de champs, de prés. C'est là où on se rend compte véritablement qu'on a la chance de vivre dans ce département qui a une multitude de paysages. Et là, on en a un très très bel exemple sous les yeux. C'est magnifique. Le lendemain, nous retrouvons Frédéric sur la route des étangs. Toute l'année, il travaille sur le terrain. Ma mission, c'est de pouvoir fédérer des associations, donc au nombre de 120 sur l'ensemble du département de l'Ain, qui s'intéressent à la culture, qui s'intéressent au patrimoine, qui font vivre ce patrimoine. Donc on est là pour travailler avec eux, on est là pour échanger avec eux, et puis on est là également pour les conseiller. Actuellement, il fait l'inventaire des plus beaux monuments de la région. On commence à percevoir l'abbaye Notre-Dame des Dombes, construite ici au XIXe siècle, puisque en 1863, une congrégation de cisterciens est venue s'implanter ici en Dombes dans l'optique d'assécher et d'assainir ce territoire. Cet ensemble prestigieux est bâti avec le matériau qui fait l'identité de la Dombe, le caron. Cette brique rouge est utilisée depuis le Moyen Âge et donne cette couleur typique aux édifices du territoire. Au sud de la Dombe, Frédéric a rendez-vous au château du Montelier. La particularité de ce château, c'est d'avoir été extrêmement bien conservé. On a encore 9 tours reliées entre elles par des courtines. Et comme Carcassonne, le Montelier enserre en son centre ce que l'on appelle la basse-cour, qui ferme l'intégralité de l'enceinte. D'où le nom de Petit Carcassonne de la Dombe. Cette forteresse défensive contrôlait la route du Bugey vers la Saône. Depuis plusieurs années, Frédéric valorise le travail de restauration du propriétaire. Aujourd'hui, il monte en haut du donjon. Quand on est ici, on comprend tout de suite l'enjeu stratégique de ce type de château. La Dombe étant un pays relativement plat, pour avoir de la hauteur, on utilise le relief, c'est-à-dire on a une succession de moraines qui font quelques dizaines de mètres de haut. Et en haut de cette moraine, c'est le cas ici au château du Montelier, on a construit une motte castrale qu'on appelle une poipe en Dombe. Et au sommet de cette motte castrale, eh bien, on vient y implanter un donjon. Ici, un donjon qui fait plus de 15 mètres de haut. Donc ici, on est vraiment sur un point dominant. La Dombe était au Moyen Âge un territoire divisé. Il était alors très convoité par 3 grands seigneurs. On était dans une région de petits fiefs entre la famille de Beaujeu, qui est dans le Beaujolais, on avait la famille de Thouars-Villars, on avait la famille de Savoie qui n'était pas très loin. Donc on avait comme ça une multitude de familles, de fiefs, de seigneuries. Donc il fallait avoir une vision à 360 degrés pour pouvoir observer et pouvoir protéger au mieux le site. Il y a quelques années, le propriétaire a racheté cet édifice qui avait appartenu à ses ancêtres depuis le XVIIIe siècle, jusque dans les années 80. Depuis l'âge de 9 ans, j'en entendais parler
par mon grand-père, par mes vieilles tantes. D'ailleurs, j'avais au-dessus de mon lit une petite carte postale qui représente tel domaine. C'était un rêve d'enfant. L'occasion s'est présentée il y a 13 ans. Donc j'ai pu reprendre cette propriété. Je me suis efforcé aussi de la sauver parce qu'elle était dans un état pitoyable, presque à l'état d'abandon. Donc ça a demandé naturellement de gros travaux. Des travaux qui ont permis la restauration de cette galerie, réalisée à la Renaissance. Alors cette galerie, c'est la galerie italienne. Donc c'est une ancienne coursive qui relie la tour de l'horloge. Cette tour s'appelle la tour de l'horloge parce qu'il y a un cadran solaire. Et elle permettait donc d'accéder de la tour de l'horloge au donjon. Et puis au XVe siècle, le château avait de moins en moins cette fonction défensive. Donc pour des questions d'esthétique, on l'a ouverte. On l'a protégée également d'un toit. On a voulu donner un petit côté italien pour lui donner un peu plus de cachet. Frédéric reprend la route en direction d'une des plus importantes villes de foire de la Dombes au Moyen Âge. On arrive à Châtillon-sur-Chalaronne, autrefois Châtillon-les-Dombes, par le dernier vestige, la dernière porte de cette période médiévale, donc ce qu'on appelle la porte de Villars. Vous voyez cette imposante construction tout en carron savoyard. Et une fois passée cette porte, eh bien, face à nous, la halle de Châtillon, qui est l'élément emblématique de cette commune, qui remonte au XVe siècle. Lors d'une de ses nombreuses tournées, Frédéric a découvert un autre bel exemple de construction en briques. Ce pigeonnier peu commun du XVIIIe siècle. On arrive dans le pré du pigeonnier. On a 2 pigeonniers de ce type-là en Bresse, ce qui est relativement peu. Il y en a eu d'autres, malheureusement, qui ont disparu. Celui-ci, c'est un rescapé et ça fait vraiment partie de l'histoire de ce type de bâtiment dans la région. Et à cette période-là, on a une mutation du remplissage en torchis vers un remplissage en briques. Et ce pigeonnier du début 18e en est un excellent exemple. La singularité de ce pigeonnier, ce sont ses 4 piliers. Les piliers que vous voyez là, qui sont en pierre de Bourgogne, protègent le pigeonnier des crues, parce qu'ici, dans la région, on a de l'eau qui monte facilement de 80 à 90 cm. Et lorsqu'on a refait le pigeonnier, on a creusé jusqu'à plus de 2 mètres au fond, et on a découvert un système absolument extraordinaire fait par les anciens, qui sont vraiment des canalisations qui permettaient d'évacuer l'eau sur les côtés. Et on voit qu'ils n'avaient pas d'ordinateur, mais ça marchait très bien. Ces 4 colonnes ont une autre utilité. Si vous regardez en partie sommitale des colonnes, vous avez une espèce d'assiettes qu'on appelle des capelles. Et ces capelles, ce sont ce qu'on appelle des éléments antiprédateurs. Rats, fouines, belettes, qui raffolent des pigeonneaux, qui raffolent des œufs. Au moment de grimper, arrivent sur cette partie sommitale, ne peuvent plus aller plus haut et retombent, tout simplement. Pour l'avoir vu avant et l'avoir vu après la restauration, on ne peut qu'être ravi devant un travail de restauration aussi bien réalisé. Frédéric continue sa traversée du pays des 1000 étangs. Là, on est en train de sillonner une petite route et au détour d'un chemin, c'est le cas ici où juste dans le virage, d'un coup on aperçoit 2 étangs qui sont de part et d'autre de la route. Il faut sortir des sentiers battus, il faut sortir des grands axes pour pouvoir aller à la rencontre des étangs. Au cœur de ces étangs se trouve le château de Bouligneux.
Frédéric est attendu dans cette ancienne maison forte du XIVe siècle par le propriétaire. Ici, on est sur un des plus beaux châteaux de la Dombes. On a une alliance entre la brique et puis également tous les encadrements. Vous voyez les fenêtres, les arcades qui sont, elles, faites en pierre dorée qu'on trouve dans les environs de Lyon. Donc on voit très bien cette alliance de couleurs qui donne justement tout ce caractère à cette cour intérieure. Cette cour intérieure a été complètement modifiée il y a un siècle. C'était une forteresse ici, donc elle était fermée sur 4 côtés. On avait un rempart qui fermait la cour, ici, et qui a été abattu en 1900 car il menaçait ruine. Et en faisant tomber ce rempart, ça a permis d'ouvrir complètement sur l'étang. Ça donne une vue vraiment exceptionnelle. L'autre particularité, c'est l'ancien donjon. Il est arasé à la Révolution française, quand le château devient un grenier à grains. À l'intérieur, un héritage rarissime de l'Ancien Régime a pu être sauvé de la destruction. On arrive dans la bibliothèque où se trouvent les cartes, notamment. Alors voilà le grand plan. Cette carte a été établie en 1778. C'est l'ancêtre du cadastre local. On appelait ce document un plan terrier. Alors cette carte est très détaillée. Si on prend l'exemple du château ici, là on voit dessinée sur le plan une grande allée, c'est une allée de tilleuls. Et si on fait bien attention et qu'on regarde le détail, on peut s'apercevoir que non seulement les arbres sont dessinés comme des arbres, mais en plus il y a l'ombre de l'arbre. Vous voyez le souci du détail. Ça m'arrive quand je passe dans cette pièce de m'arrêter, pourtant je la connais bien, hein, cette carte, et ça m'arrive quelquefois de découvrir quelque chose de plus. Pour moi, c'est un document extraordinaire puisque, ayant une formation de géographe, j'ai toujours été passionné de cartes et je pourrais rester pendant des heures devant ce type de document à essayer de comprendre la grande histoire, mais également la petite histoire, je dirais, d'un paysage, d'un territoire. À l'ouest, le pays de la Dombe est bordé par la Saône. À bord de ce bateau, une autre passionnée d'histoire descend plein sud en direction de Lyon. Corinne Vaucourt s'intéresse au patrimoine construit le long de la Saône quand la rivière marquait la limite du royaume de France. Donc là, on voit le château de Beauregard. Donc c'est un château qui a été réaménagé au 19e siècle, mais à la base, c'était un château fort. Ça montre bien en fait qu'on était sur une frontière. Donc les différents châteaux qu'on va retrouver le long de la Saône avaient pour vocation de défendre cette frontière qui était très importante. Un peu plus loin, le bateau approche de la ville de Saint-Bernard. Avec cette imposante tour carrée, le château était une vigie sur la rivière. La Saône a joué un rôle majeur pendant 9 siècles. Elle était la frontière entre le royaume de France, sur la rive droite, et l'Empire germanique, sur la rive gauche. Ici, la frontière, elle a tellement marqué les esprits que cette division entre le royaume et l'empire, on la retrouve dans le langage en fait des mariniers, puisque pour désigner la rive gauche, qui était l'empire, ils utilisaient le terme d'empi, et pour désigner la rive droite, qui était le royaume de France, ils utilisaient le terme de royaux. Enfin, Corinne arrive en vue de Trévoux, l'une des cités qui a prospéré grâce à cette rivière. Il faut imaginer les navigateurs qui descendent vers Lyon, qui naviguent sur la Saône et qui découvrent la ville de Trévoux telle qu'on la voit ici.
Donc une ville qui donne une image prospère puisqu'on a des bâtiments qui sont imposants, qui sont en pierre blanche ou en pierre dorée, en pierre taillée. Donc ça démontre une certaine richesse. Ça montrait qu'on arrivait dans un lieu avec des gens puissants qui habitaient cette ville. Depuis cette tour octogonale, les seigneurs pouvaient surveiller les navires qui circulaient entre le nord de la France et la Méditerranée. Une place forte idéale pour réclamer un péage. À son pied se développe la ville à flanc de colline. Cette église, elle est très particulière parce que c'est vrai que vue d'en bas, elle est très imposante, mais quand on est en face, on se rend compte qu'il y manque quand même quelque chose, c'est-à-dire que c'est une église sans clocher. Vu les contraintes de pente et des coûts que ça entraînait sur la construction, on n'a pas pu surélever les clochers sur l'église. Donc au pied de l'église, vous voyez une cabane en bois avec les abassons, là, les morceaux de bois qui répercutent le bruit des cloches. Les cloches sont à l'intérieur de cette cabane en bois. C'était provisoire et puis ça dure depuis plus de 100 ans en fait. Derrière l'église se trouve le Parlement de Dombes, un bâtiment qui symbolise la puissance de Trévoux au XVIIe siècle. À l'époque, il n'en existe que 13 dans le Royaume de France. On entre dans la salle d'audience du Parlement, dans ce décor magnifique. Il existe depuis la fin du XVIIe siècle et n'a pratiquement pas été modifié. Les seules modifications que l'on peut voir ici, ce sont les médaillons qui représentent donc les fleurs de lys. Elles ont été faites pour cacher les portraits des souverains de Dombes. Aujourd'hui, dans cette salle, se tient le tribunal d'instance. Les magistrats délibèrent toujours sous le regard du duc du Maine, le fondateur du Parlement. Mais ce qui distingue cette salle, ce sont ses peintures. C'est tout un décor sur le thème de la justice qui est vraiment unique en France. L'objectif était de rappeler aux magistrats qui siégeaient ici qu'ils devaient rendre la justice non pas en leur propre nom, mais au nom de Dieu. Donc, notamment pour leur rappeler la justice divine, on voit sur ce médaillon Moïse qui reçoit les tables de la loi. On leur donne un autre exemple, l'exemple du roi Salomon, qui est en train de rendre le jugement de Salomon entre deux mères qui revendiquent le même enfant. Sur les bords de Saône, des hôtels particuliers témoignent de la puissance des parlementaires. C'est depuis ce très beau jardin qu'on peut admirer la plus belle vue sur l'hôtel particulier de Messimy. Donc cet hôtel avec une façade très classique, son fronton triangulaire qui amène ses différentes travées. On voit ici donc qu'on a une façade qui est très sobre, mais cette sobriété est compensée en quelque sorte par la taille du bâtiment qui est très important. Donc c'est quand même vraiment une résidence haut de gamme, en tout cas pour cette période-là. C'est important de montrer pour un procureur général que c'est un personnage puissant. Ce sont vraiment les exemples les plus majestueux qu'on peut avoir de ces maisons de plaisance pour la noblesse parlementaire. Ces hôtels particuliers sont construits en dehors de l'enceinte médiévale. Une occasion pour la noblesse d'ouvrir leur jardin sur la rivière. Auparavant, on avait des châteaux qui étaient en bord de Saône pour défendre un territoire face à une frontière. Et puis maintenant, au XVIIIe siècle, on est sur un objectif complètement différent qui est de se faire voir depuis la Saône avec un bâtiment imposant qui donne de la notoriété à son propriétaire et aussi s'offrir une vue imprenable sur la Saône qui est très très prisée par le parlementaire du Parlement de Dombes. Le travail de Corinne se poursuit sur le chemin de halage qui borde la Saône. Elle remonte le cours de l'eau avec Stéphanie Renaud. Ensemble, elles développent un circuit à vélo sur ces rives.
On est sur le chemin de halage entre Trévoux et Saint-Bernard. C'est un chemin qui traditionnellement était utilisé par les haleurs pour tracter les bateaux quand ils étaient à contre-courant ou quand il n'y avait pas assez de vent. Et donc sur ce chemin, eh bien, avançaient soit les haleurs, soit donc des hommes qui tiraient eux-mêmes les bateaux, soit leurs chevaux. Aujourd'hui, ces chemins ont été réaménagés pour la promenade. Corinne et Stéphanie recherchent les derniers témoignages de l'époque des mariniers. Là, c'est le restaurant du lac. C'est dans cette maison qu'aurait eu lieu en 1817 un complot pour ramener Napoléon Bonaparte au pouvoir. Alors ce qui est sûr, c'est que c'était un ancien restaurant, puis ça a été un cabaret également. Et dans ce cabaret se réunissaient des pêcheurs, des mariniers, des gens de mauvaise réputation, qui étaient pour la plupart d'anciens soldats de l'Empire. Et quand ils se réunissaient, probablement qu'ils devaient parler avec beaucoup d'émotion de leurs souvenirs glorieux des campagnes napoléoniennes et puis vouer aux gémonies toute la royauté qui était aux affaires à cette époque-là. On y va? Sur ce chemin, les mariniers pouvaient parcourir jusqu'à 70 km par jour. Pour qu'ils puissent se reposer, des relais avaient été construits le long de la rivière. Tu vois. Ça, c'est encore une des maisons qui servait d'auberge, d'endroit où les mariniers pouvaient venir arrêter leurs chevaux ici. Il y avait une écurie. Les mariniers, eux, pouvaient avoir une soupe, un repas chaud finalement pour le soir. C'est un patrimoine important parce qu'il raconte beaucoup d'histoires, notamment le lien qu'avaient les mariniers, qui étaient des gens qui étaient toujours sur l'eau, avec les gens sédentaires, les gens qui vivaient sur le bord de la rivière, d'une société un peu parallèle qui croisait rarement finalement les gens de terre, qui avaient ses propres conventions, ses propres fêtes, ses propres expressions, entre autres. En fin d'après-midi, Corinne et Stéphanie ont rendez-vous au château de Saint-Bernard. Tiens, on voit le château là. Ah ouais, là on a une jolie vue. Il y a le jardinier. Salut Stéphane. Au cœur du domaine, le propriétaire a créé un jardin remarquable, inspiré des thèmes du Moyen-Âge. J'ai toujours aimé le jardin, donc lorsque j'ai pris en charge le château, il n'y avait absolument rien. Donc ça a été un peu comme le palais du facteur cheval. C'est-à-dire que j'ai commencé par un petit morceau, puis après un petit morceau, puis après un petit morceau, simplement en mettant un pied devant l'autre. Un jour, c'est devenu ça. Dans ce labyrinthe, Gilles a planté un verger conservatoire avec plus de 200 espèces de pommes et de poires. Nous sommes au mois de septembre. C'est l'effervescence dans les rangées d'arbres. Celles qui sont par terre, elles sont bonnes, celles-là? Elles sont véreuses, D'accord. L'arbre a un système. Gilles a réuni ses amis pour une récolte conviviale. C'est ce que j'appelle un apéro cueillette. Comme le jardin a près 1000 pommiers et poiriers, et que les quantités de fruits, en tout cas les bonnes années, sont très importantes, donc je les donne. Je fais ça 3-4 fois dans la saison. On se réunit, on prend un apéro après la cueillette et on part avec les fruits, tout simplement. Ils sont mûrs, ceux-là. On n'est même pas capable de reconnaître les fruits. C'est pourri. Attention, il y en a une qui va tomber de pourri. Voilà. Allez, on avance. Je viens ici pour la qualité des fruits. Ils sont absolument magnifiques. Il faut voir la taille des poires, des pommes. Ils sont absolument splendides. Alors, apparemment, ça, c'est pas des Louise Bonne, je le sais. Parce que les Louise Bonne, elles sont pas de cette sorte. C'est des duchesses de Bérère. Ouais. Ça, c'est des saveurs différentes, puis on va les utiliser de façon différente, toutes ces poires. Donc c'est super d'avoir toutes ces variétés au même endroit. Gilles nous emmène voir l'une de ces variétés les plus anciennes. Cette pomme, par exemple, est connue depuis les Romains. C'est la de l'Est ou Sainte-Germaine. Enfin, elle a un très grand nombre de noms selon les régions.
Mais on peut dire que Jules César a pu goûter cette pomme et c'est le même ADN, et c'est vraiment le même fruit qui se transmet de greffon en greffon, de jardinier en jardinier depuis 2000 ans. Et il faut espérer que ça continue. C'est un peu le sens de ce travail qui consiste à montrer aux gens tout ce qu'on peut faire grâce tout simplement à un sécateur. Et puis avec un peu de patience et en observant et en aimant les arbres, on obtient des résultats et ils nous le rendent bien. Ce passionné de jardinage perpétue aussi une technique de taille fruitière ancienne, inspirée des jardins de Louis XIV à Versailles. Plus un arbre est vigoureux, plus il fait du bois, plus il est faible, plus il fait des fruits. Et si on veut obtenir des fruits, il y a une bonne manière radicale de le faire, c'est de mettre un arbre à l'horizontale. Alors l'arbre réagit, il fait donc du bois parce qu'il n'est pas content d'être à l'horizontale. Et qu'est-ce que fait le jardinier? Eh bien, il provoque la mise à fruit en taillant les branches qui montent à la verticale et en gardant les branches qui sont à l'horizontale, parce que plus elles sont à l'horizontale, plus elles sont faibles, et plus elles sont faibles, plus elles feront du fruit. Et voilà. C'est au cœur du parc que les amis de Gilles se retrouvent après la cueillette. Non, c'est un piège en fait. Il y a 5 heures de boulot et un verre de jus d'orange à la fin, voilà. Ça permet vraiment de, à la fois découvrir un site qui est un site historique et patrimonial et puis de le découvrir sans se rendre compte parce qu'on est vraiment sur des moments de plaisir. C'est important parce que c'est ce qui permet d'échanger et de ne pas rester dans sa tour d'ivoire du patrimoine. Merci à vous. Et vous repartez avec tous les fruits, j'en veux plus un ce soir. Hein. D'accord, on va faire comme ça. Nous quittons les bords de la Saône pour retourner de l'autre côté du département de l'Ain, dans les monts Jura. Au pied de ces montagnes, deux motards se dirigent vers une curiosité qui attire de nombreux visiteurs. Un phénomène naturel, sculpté par un torrent de montagne, la Valserine. Comme tu as vu, là, on va entrer vraiment dans le verrou. Hein, la Valserine se referme un peu. Et la rivière coule dans ses gorges. On voit vraiment bien vraiment toute la partie sommitale et jusqu'aux premières habitations. On a la forêt très dense qui descend. Yvan Sujobert est inspecteur des sites classés. On est vraiment à cette fin de vallée de Valserine magnifique. Là. Il fait la tournée des plus beaux panoramas pour mieux les protéger. Sa route commence par les gorges. On longe la Valserine, là, qui est une rivière qui prend sa source vraiment juste à la limite de la Suisse et qui va se jeter dans le Rhône. Et elle suit cette combe qui a été façonnée par les glaciers et qu'elle continue de façonner. On profite vraiment de ces paysages typiques. Cette petite route des gorges est superbe. Ah, regarde les falaises là qu'on apercevait tout à l'heure de manière fugace, qui montrent le cours de la Valserine. Et on plonge dans les forêts. Grâce à la qualité de ses eaux, elle est le premier cours d'eau de France à avoir reçu le label Rivière sauvage. Voilà, on continue à descendre la vallée de la Valserine en direction de Bellegarde. Si Yvan s'intéresse à ce cours d'eau, c'est qu'il réserve une surprise rare. Avant de l'atteindre, les deux motards vont traverser le pont emblématique des gorges. Voilà, on arrive sur le pont des Pierres qui franchit la Valserine en plein milieu de ces gorges et c'est extraordinaire parce qu'on est très très haut au-dessus du cours d'eau. Ce pont surplombe les gorges à plus de 80 mètres. On a un point de vue sur le chaos et la taille des gorges. On voit vraiment le travail de l'érosion. C'est spectaculaire. Après le pont,
la valserine s'engouffre entre ces dalles de pierre. Pour disparaître complètement, dans ces fissures longues de plus de 200 mètres. C'est ce qu'on appelle les pertes de la valserine. Yvan vient régulièrement inspecter cet espace protégé. Bien, je prends en photo les marmites là, parce que c'est vraiment pour illustrer comment les pertes de la valserine se sont formées. Et on est à un endroit où la valserine est en train de plonger dans un plateau calcaire en l'érodant. Et ça donne cette espèce de paysage très érodé avec de nombreuses marmites de géants. Ici, on les appelle les oules. C'est vraiment ce phénomène de brassage des éléments qui peuvent être dedans lors des crues ou même actuellement, qui vont creuser la roche et au fil du temps, le canyon s'enfonce et la valserine disparaît et jusqu'à être une dizaine de mètres sous nos pieds lorsqu'on est vraiment au beau milieu des pertes. Aujourd'hui, les pertes de la valserine sont préservées. Mais Yvan aimerait renforcer cette protection et classer ce site. Les motards se rendent maintenant dans les forêts du Haut-Bugey. Là, on a des forêts assez grandes, donc malgré le fait que ce soit exploité assez densément, on a du point de vue dans le sous-bois, là, c'est vraiment agréable. Alors, devine qu'il y a quelque chose là derrière. Tu vois, ça s'ouvre un peu, là, le lac Genin qui va être un peu en clairière, là. Ce lac est l'un des coups de cœur d'Yvan. C'est un site classé, c'est-à-dire qu'il a été protégé pour qu'il conserve toutes ses qualités paysagères. Alors ici, on a vraiment toutes les nuances de vert aujourd'hui. On a évidemment les prairies fauchées qu'on aperçoit au loin. C'est le travail des paysans de maintenir ces combes bien dégagées face à un endroit un peu plus sombre, un peu plus austère que représente la forêt. Et l'un sans l'autre, finalement, ça ne fonctionne pas pareil, ça n'a pas le même effet. Et c'est ça qui est intéressant dans le lac Genin, qui fait sa beauté aussi, c'est les grandes qualités du lac Genin. Surnommé le Petit Canada du Haut-Bugey, c'est encore un des rares lacs sauvages. Après, on a d'autres lacs un peu du même style ailleurs en France, où on a vu se construire beaucoup de bâtiments de villégiature. Là, on est encore dans un site très naturel. Et ça, c'est vraiment un bon exemple de conservation et de transmission dans le temps d'un joli site. Les motards reprennent la route en direction de la cluse de Nantua. Tu vois, François, là, on aperçoit l'autoroute A40 avec ces fameux viaducs vraiment emblématiques. Là. On l'appelle l'autoroute des Titans. Dans cette vallée abrupte, l'autoroute passe sur un ouvrage d'art spectaculaire. Ça y est, on longe le lac de Silan, là. Encaissé dans une vallée à l'ombre, le lac de Silan gèle une grande partie de l'hiver. Une particularité exploitée par les hommes au XIXe siècle. Chaque hiver, plus de 300 ouvriers extrayaient des pains de glace du lac. Une marchandise expédiée vers Paris, Marseille ou encore Alger. Ce site était l'un des plus importants chantiers de glace du XIXe siècle. Et donc voilà, les glacières, là, elles sont abandonnées depuis 1917 parce que c'était l'apparition de l'électricité et puis de la glace artificielle. On voit la végétation a pris le dessus. Et on a cette espèce de forêt suspendue, assez fantasmagorique. C'est quand même assez étonnant d'imaginer ces forçats de la glace là, qui passaient l'hiver à découper des morceaux de glace pour les conforts d'été. Yvan veille sur les sites classés depuis 2 ans. Je
Je parcourais, j'admirais ces paysages partout dans la région et je trouve qu'il y a une ambition vraiment importante à laquelle je veux contribuer, de préserver un certain nombre d'endroits emblématiques. Quand on fait connaître les paysages remarquables, on attire aussi l'attention des gens sur les paysages du quotidien et ça, c'est vraiment une belle manière d'exercer un métier. À 1 heure du lac de Sillan, les motards entament l'ascension de l'emblème de la région. Alors là, on est sur la départementale 120. C'est une des routes pour monter au Grand Colombier, mais c'est surtout une route célèbre pour l'accession à ce sommet mythique. Cette route est régulièrement une étape du Tour de France. Lui, il est dans le dur, là. Hein, ça y est, il est en milieu. Ça y est. Il est parti vers une belle ascension, là. Hein. Ça y est, là, on tutoie les falaises, là. Vraiment, la route est venue passer au ras. Et c'est étonnant, le Rhône tout droit qui a été réaménagé, reprofilé. Et là, en moto, là, ça tire un peu, là. Hein. Ouais, faut aller doucement. La moto enchaîne maintenant les virages les plus spectaculaires de la route. C'est fabuleux. Dès qu'on tourne, on a une autre vue. Là, on regarde la Savoie, le Rhône. C'est extraordinaire. Et on compte jusqu'à 10 et ça change de nouveau. C'est du 360 permanent. Là, les forêts sont vraiment... Elles bordent le Grand Colombier sur quasiment toutes ses faces. Hein. Et c'est vrai que l'altitude conjuguée au bois un peu sombre, là, on sent le frais. J'allais le dire. Et là, on arrive vraiment dans la partie sommitale. Là. On est dans les estives du Grand Colombier. François et Yvan approchent du sommet. C'est de plus en plus ouvert, là. C'est de plus en plus beau. Yvan est monté jusqu'ici, car il étudie le futur classement de ce site grandiose. Quand on arrive ici, on en prend plein les yeux, plein la vue, et on n'a plus qu'à s'asseoir dans l'herbe et à contempler. C'est vraiment superbe. Il y a le spectacle, hein, le Rhône qu'on aperçoit, qui sépare l'Ain de la Savoie, et puis qui s'écoule jusqu'à Lyon, et avec ce fabuleux panorama sur le lac du Bourget. Alors vraiment, là, on le voit très très bien d'ici. C'est magnifique. Aujourd'hui, il n'y a pas de protection, mais peut-être qu'un jour, le Grand Colombier sera, en plus d'être emblématique de l'Ain, un site classé. À quelques encablures du Grand Colombier, une jeune architecte s'intéresse à la dimension esthétique d'un ouvrage d'art emblématique du Rhône. Le barrage de Génissia. Quand on arrive face à une porte de cet ordre-là, on a vraiment l'impression de rentrer face à une porte de coffre-fort. C'est vraiment une mise en valeur du barrage, une mise en valeur par ce côté, même jusque dans la couleur de la porte, qui est une couleur un peu cuivrée, qui rappelle les sculptures et les ouvrages d'art de l'époque. Ce travail exceptionnel est signé Raymond Sub, un ferronnier d'art du début du XXe siècle. Ce jeu de formes géométriques souligne les dimensions gigantesques de ce portail, de 10 mètres de haut. Dès son inauguration en 1948, ce fleuron de l'industrie française est aussi conçu pour accueillir des visiteurs. À l'époque, la visite débutait par la salle des commandes.
Ici, ce qu'il y a de surprenant, c'est la manière dont on est plongé dans un univers des années 50 très connoté, notamment par l'emploi de la couleur qui apparaît très nettement ici. Et puis, il y a des vraies aires de vaisseau spatial qui sont très proches de toute l'iconographie de cette époque-là, et dans le cinéma et en architecture. Nous sommes ici dans l'escalier central du parcours du visiteur, digne d'un escalier de musée, avec un souci du détail, du dessin de l'escalier, des matériaux qui sont très nobles, qui montrent ici encore la volonté de mettre en scène le parcours du visiteur, ici dans cette usine. L'escalier débouche sur le point d'orgue de la visite. La salle des machines. Spectacle avec ces 6 alternateurs peints en rouge géranium. Tout est fait pour séduire et pour frapper les esprits. La présence même de ce belvédère qui surplombe cette salle des machines en est un des exemples les plus importants. On arrive d'un escalier somptueux et on se projette comme ça sur une salle d'usine. L'idée est vraiment de donner à voir les 6 alternateurs qui sont d'ordinaire des éléments qu'on ne voit pas dans un barrage. On se rend vraiment compte quand on arrive en bas de la dimension des alternateurs, de l'échelle de ces alternateurs. Son appellation de cathédrale moderne prend ici tout son sens. Un patrimoine industriel rare que la Compagnie nationale du Rhône va ouvrir à nouveau aux visites. À 50 km au sud, le défilé de Pierre Châtel a été un point de passage clé aux portes de la Savoie. Perchée à 400 mètres d'altitude, une chartreuse domine le fleuve. Fermée depuis 1933, cette propriété privée ouvre aujourd'hui ses portes pour de rares visites. Pour y accéder, le régisseur du domaine, Julien Dubois, emprunte tous les jours ce chemin très sinueux. Alors, on est sur le chemin principal de Pierre Châtel, le chemin qu'on appelle Tournafol. Tournafol, pourquoi? Parce que c'est une multitude de virages très serrés, sculptés et taillés à même la roche, qui permettaient de défendre déjà l'accès au site. Ce matin, il emmène Sabrina Chauvet préparer les prochaines visites. La première fois que je suis montée ici, je me suis dit, waouh, déjà le chemin pentu, voilà, on se demande où est-ce qu'on va arriver. Et puis, on prend en même temps la mesure du site, on se dit, ça va être époustouflant. On va avoir quelque chose d'unique sur ce site et on n'a qu'une hâte, c'est d'arriver en haut. Avant d'y arriver, Sabrina et Julien font une halte au belvédère, qui offre le meilleur panorama sur la Chartreuse. D'ici, on a un très beau point de vue sur la Chartreuse. On l'appelle Pierre Châtel ou des Petra Castri, donc véritablement une Chartreuse à même la roche. Et en dessous de la Chartreuse, on a le Vironne qui passe. Et face à cette Chartreuse, on a la Savoie avec le Mont Chevru. Donc véritablement le Vironne qui va faire une transition entre ces deux territoires, qui va être tantôt un lien, puis une frontière à partir du XVIIe siècle. Sabrina et Julien entrent dans cette place forte. Elle a été fondée par l'une des plus puissantes familles de la région au Moyen-Âge. La maison de Savoie va arriver sur le site à partir du XIe siècle et va mettre en place dans un premier temps le château. Et par la suite, il y a une forte dévotion qui va se faire à la Vierge par cette maison de Savoie. Et on va mettre en place une chartreuse. Et on a donc une cohabitation qui se fait entre les Chartreux et les membres de la maison de Savoie. Donc il y avait un espace plutôt militaire, on va dire, où on avait ce pouvoir de la maison de Savoie qui s'exerçait. Et puis un espace où vraiment les Chartreux pouvaient mener leur vie quotidienne et donc rester dans le silence et la solitude, notamment pour les pères.
Quand on découvre ce site et qu'on se promène notamment dans le cloître, on ressent ce calme, cette sérénité qui se dégage du site et on comprend pourquoi la maison de Savoie a fait venir les Chartreux ici et pourquoi ces Chartreux s'y sont bien sentis finalement. Parmi les vestiges de cette période, on trouve encore ces 3 ermitages. Mais à partir de 1792, le cloître a subi de nombreuses transformations. Alors actuellement, on est dans le cloître avec sa configuration d'origine à la Chartreuse. Suite à la Révolution française et au départ des Chartreux, l'État français a eu besoin de créer une prison d'État. Et ils ont créé des cloisons, pratiquement toutes les 2 fenêtres, pour pouvoir mettre le maximum de prisonniers et surtout avoir un œil sur eux. C'est-à-dire qu'en centre, on peut surveiller facilement à 360 degrés, surveiller que les prisonniers ne pouvaient pas s'évader. Sabrina valorise aujourd'hui l'histoire de ce site qui a perdu sa fonction militaire au XIXe siècle pour devenir un lieu d'habitation. C'était un privilège de pouvoir découvrir ce site et puis pouvoir le faire découvrir au public. C'est un site chargé d'histoire et c'est vrai que quand on est au milieu de ce site, notamment au milieu de ce cloître, on prend la mesure de cette histoire et on a vraiment envie d'aller plus loin, de la découvrir et de la faire partager. En aval du défilé de Pierre Châtel, voici le Rhône sauvage. Ici, un réseau de bras secondaires serpente dans la forêt alluviale. En 2013, ce site naturel bénéficie d'une nouvelle protection. C'est la plus vaste réserve fluviale de France. Depuis un an, Émilie Vicroff veille sur ce lieu. Elle est accompagnée de Pierre Descottes, kayakiste professionnel. Qu'est-ce que c'est paisible? Reflet, c'est magnifique. Pas un bruit. La première fois que je suis arrivée ici, je crois que j'ai souri jusqu'aux oreilles. Parce que je ne m'attendais pas à voir un fleuve encore aussi beau. Je crois que j'avais un peu des préjugés, en fait, sur le Rhône, et notamment tel qu'on le connaît en aval de Lyon. Et en fait, le Haut-Rhône, c'est une zone réellement préservée encore et qui est juste extraordinaire. Sur 25 km, la réserve offre un aperçu du Rhône avant les aménagements. Pendant des siècles, le fleuve a divagué ici au gré des crues. C'est dans ces lônes très étroites du fleuve qu'Émilie et Pierre naviguent aujourd'hui. Donc Émilie, on va serrer à gauche. Tu fais attention, il y a plein d'arbres morts dans cet endroit. Voilà, super. Tu gardes de la vitesse, tu surveilles les arbres morts parce que là, il y en a un peu partout. Ces arbres morts sont laissés volontairement dans la réserve afin de créer des abris pour les animaux. Ça, faut que tu apprennes à surveiller ces dangers de la rivière. Oui. Je fais quoi, là, Pierrot? Pagaie. Je continue? Allez, pagaie. Pagaie, pagaie, pagaie. Accélère. Au courant. Super. Sur ces îles, on a différents types de forêts qui sont plus ou moins humides en fonction des niveaux de la nappe phréatique. Donc il y a évidemment beaucoup d'espèces à protéger ici, notamment le peuplier noir indigène, l'espèce native des îles. Ici, les riverains l'appellent les îlards. C'est une espèce dont la conservation est majeure en Europe. Et donc il y a un programme de conservation qui a été mis en place. Des efforts de conservation qui commencent à porter leurs fruits. Cette forêt alluviale offre un grand territoire vierge pour les animaux. Un milieu naturel qui attire de nombreuses espèces rares. Aucun bruit, aucun geste brusque. On va se laisser dériver à la vitesse du courant. Ce matin, ils font une belle observation. A priori, ça a l'air d'être un balbuzard pêcheur. Magnifique. Je suis pas sûr, mon coup. Si. Là, il s'envole.
Regarde la bête comme il est beau. Ouais, avec le pêcheur. Superbe. C'est cool. C'est un balbuzard pêcheur, on l'appelle l'aigle pêcheur aussi. Hein. C'est relativement rare, on en voit quand même un petit peu maintenant en tant que kayakiste. Avant, c'est un oiseau que je connaissais pas du tout. Il est en train de revenir, a priori. Et là, on a eu beaucoup de chance parce qu'il nous a vraiment laissé approcher. On l'a vraiment observé d'assez près, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça, c'est la récompense d'être passé là aujourd'hui. Hein. Émilie et Pierre quittent la Laune de Grandjean et se rendent sur l'île des Molottes. Ils ont rendez-vous avec Jean-Michel Mériot, un agent de l'ONF qui travaille depuis plus de 25 ans sur ces îles. Avec la création de la réserve, il doit passer le relais à Émilie. Il lui montre l'endroit où elle devra mesurer le niveau de la nappe phréatique. Voilà le fameux. Un piézomètre. Alors un piézomètre, c'est un petit puits en fait. Hein. Ça correspond à un puits. Alors ce piézomètre, ça permet de déterminer la hauteur d'eau dans le sol. En gros, 1,50 m sous nos pieds. 1 mètre. Voilà. Il faut s'imaginer que quand on a un fleuve qui s'écoule, de part et d'autre du fleuve, on a ce qu'on appelle la nappe d'accompagnement. Dans la plaine alluviale, il faut s'imaginer en fait en dessous qu'on a un lac de l'eau qui s'écoule en même temps que le fleuve. Et donc les forêts baignent dans cette eau en fait. Aujourd'hui, on se rend compte que les forêts alluviales évoluent plutôt vers des forêts de plus en plus sèches, ce qui signifie qu'il y a de moins en moins d'eau dans le sol. Et donc on a besoin de comprendre les causes et pouvoir trouver les solutions pour l'avenir. Mais non, ça a repoussé, hein. Grâce à cette eau souterraine et à la condensation du fleuve, se crée ici un microclimat. Cette forte humidité donne une végétation luxuriante, aux allures de forêt tropicale. Et au milieu de cette jungle se cache l'arbre emblématique de l'île. On approche. Donc là, on vient faire la tournée de reconnaissance des peupliers noirs qui ont été inventoriés dans la réserve. Donc là, on va voir un des plus vieux, en fait, un des plus gros et plus grands aussi. Et j'ai demandé à Jean-Michel, donc dans le cadre de notre partenariat, de m'accompagner. Parce que honnêtement, sans lui, je me perds dans la forêt. Le voilà. Ouais. Ce peuplier noir a plus de 150 ans. Ah, moi, je le trouve magnifique, quoi. Il est probablement né sur un banc de gravier, où il était seul, quasiment, hein, puisque c'est une espèce pionnière, donc il vient sur un banc de gravier, et puis petit à petit, il y a une végétation qui vient avec et qui complète cette forêt, quoi. Donc il a vu se fabriquer toute la forêt qu'il y a autour de lui. C'est vraiment les derniers spécimens qu'il y a sur les îles. Donc on a mis en place un populatum conservatoire. Donc en fait, on a récupéré des petits rameaux. On a planté ces spécimens qui sont vraiment purs au niveau génétique, qui sont vraiment des îlards, des îles du Haut-Rhône, donc qui sont adaptés aux conditions du sol. Et l'idée, en fait, à terme, c'est de favoriser la plantation de ces espèces pour que petit à petit, on retrouve une forêt pionnière et qu'on puisse avoir réellement une conservation de cette espèce remarquable. Émilie et Pierre achèvent leur journée au pont de Groslay. C'est magnifique. Ah, cette lumière-là. Le passage sous le pont de Groslay avec le coucher de soleil, c'est magique. Oh là là. Le Rhône naturel, il me tient à cœur, ouais, réellement. Et la réserve naturelle nationale, c'est un très bon outil. C'est pas une mise sous cloche, c'est simplement un outil qui permet de réellement préserver les milieux. Nous quittons les rives du Rhône et le sud du Bugey pour nous rendre dans un autre pays du département de l'Ain, la Bresse.
C'est aux portes de Bourg-en-Bresse que se dévoile un monument unique en France. Le monastère royal de Brou. Il a été voulu au XVIe siècle par Marguerite d'Autriche, une des plus importantes personnalités de l'époque. C'est bon? Ok, tu peux envoyer. Il te manque pas de tuiles là-bas? Non. Ce matin, une équipe de couvreurs intervient sur le toit remarquable de l'église. Tac. Pied gauche. Ce sont des tuiles qui ont été émaillées sur la partie visible. On le voit ici, la partie vernissée et la partie encore terre cuite. Donc cet émaillage-là permet une protection de la tuile et surtout permet de faire ensuite des motifs comme on le voit ici sur ces toitures. À l'époque, l'utilisation de ces tuiles a une signification symbolique. Du haut du clocher de l'église, le conservateur Pierre-Gilles Giraud vient superviser les travaux. Nous avons une vue vraiment spectaculaire sur l'église en tuiles vernissées, polychromes, plutôt inhabituelles dans cette région et qui en revanche est caractéristique de la Bourgogne. La présence de ces tuiles sur l'église de Brou recèle probablement un message politique de la part de Marguerite d'Autriche qui signifie ainsi sa revendication du duché de Bourgogne dont elle était l'héritière par sa mère et comme petite-fille du dernier grand-duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. C'est vrai que c'est tout à fait magique parce qu'on voit vraiment le soleil animer les reflets sur ces tuiles vernissées. C'est vraiment l'effet voulu par Marguerite d'Autriche de faire de ce monument une affirmation de son autorité, de son pouvoir, de son héritage, visible à des lieux à la ronde. Quand Marguerite fait ériger ce monastère, elle le conçoit comme un mausolée pour abriter le tombeau de son défunt mari, Philibert le Beau. Cette église est un peu le Taj Mahal français, c'est-à-dire un monument construit par amour pour l'époux défunt de Marguerite. Nous voyons ici, juste au-dessus des portes d'entrée de l'église, un tympan richement sculpté. À droite, Marguerite d'Autriche, et lui fait face à gauche son mari, Philibert le Beau, duc de Savoie. Tout autour du tympan, à la fois au-dessous et au-dessus dans les voussures, on voit de nombreux emblèmes, et en particulier les initiales PM, qui sont bien sûr celles de Philibert et de Marguerite, pour témoigner à perpétuité de leur union. D'ailleurs, ces deux lettres sont unies par une cordelière qu'on appelle un la d'amour. À l'intérieur, cette gigantesque nef paraît étonnamment vide, sans mobilier. Les décors et les piliers expriment la virtuosité du gothique flamboyant, interprété dans un style inhabituel pour la région. L'architecte qui a construit cette église était originaire de Bruxelles. Il a donc importé un modèle brabançon de la région du Brabant, aujourd'hui en Belgique, qui se caractérise par exemple par ces petites galeries de circulation sous les fenêtres hautes. Et puis, si on se retourne vers la façade ouest, on remarque que cette façade est éclairée par une verrière haute et non pas une rosace, comme on l'aurait probablement fait en France. Pierre-Gilles se rend sur un autre élément d'architecture très rare. Nous nous trouvons ici sur le jubé. À l'origine, le jubé, c'est une simple clôture qui sépare la nef, où se tiennent les fidèles, du chœur, qui est réservé aux religieux, aux moines. Il n'en subsiste qu'une trentaine en France, et celui de Brou est véritablement unique et exceptionnel, car il a également été aménagé comme un passage réservé à l'usage de la princesse pour lui permettre de partir depuis son oratoire et de rejoindre ses appartements situés dans le premier cloître.
Le conservateur nous emmène maintenant dans le Saint des Saints. Le chœur, qui sert d'écrin au tombeau de Philibert et de Marguerite. Alors quand on regarde ces tombeaux, ce qui frappe immédiatement, c'est évidemment le caractère de dentelle, de pierre, et puis également la composition de ces tombeaux, puisqu'on remarque que le défunt est représenté 2 fois. Dans la partie supérieure, il est représenté les yeux ouverts, donc vivant, revêtu de tous les insignes de sa charge, le manteau d'hermine, son armure, la couronne de duc de Savoie, alors que dans la partie basse, c'est véritablement le défunt, tel qu'il est appelé à ressusciter au moment du jugement dernier. Le tombeau de Marguerite d'Autriche reprend la même disposition que celui de son mari, avec 2 gisants superposés, son mari auquel elle a laissé la place d'honneur au centre du chœur. Mais on voit qu'elle-même a compensé, en quelque sorte, en érigeant au-dessus des gisants cet important baldaquin qui rappelle son origine impériale. Les tombeaux étaient le centre d'attention des moines, qui devaient prier 7 fois par jour pour le salut des défunts. C'est un ensemble monastique unique, exceptionnellement conservé. C'est un monument également unique par son histoire, qui raconte une histoire. C'est probablement le seul monument construit par amour, qui témoigne en même temps de l'ambition politique d'une princesse à l'aube de la Renaissance. Autour de Bourg-en-Bresse s'étend la plaine de la Bresse. Ici, le paysage de bocage borde les champs de céréales. Cette région agricole très riche a favorisé un élevage, connu dans la France entière. Allez filles, on sort. Il est 7 heures. Comme tous les matins, ces volailles sont libérées pour la journée. Ces chapons sont sous l'étroite surveillance de Cyril Degluer. Et pour le petit déjeuner, il leur sert un mets de choix. Alors l'alimentation de la volaille de Bresse, c'est du maïs, du blé et un produit laitier. En fait, dans le temps, les fermières faisaient avec le lait de la ferme du fromage et avec le résidu, le petit lait, elles le redistribuaient aux volailles et c'est rentré dans le cahier des charges de l'AOC. Ça doit être la seule en France à consommer du lait. On n'est pas vraiment dans leur jardin, mais presque. C'est presque leur cuisine ici, parce qu'elles trouvent des petits vers. Vous allez voir, elles piochent un petit peu les herbes. Elles trouvent des moucherons. C'est ce qui fait aussi le goût de ces volailles de Bresse. Dans la famille de Cyril, on élève la volaille depuis 3 générations. Il a repris l'exploitation de son père il y a 13 ans. Aujourd'hui, il élève près de 8000 volailles par an. Toutes issues d'une même race, la gauloise de Bresse blanche. Alors la volaille de Bresse, on va être un petit peu chauvin, elle a les couleurs de la France. Alors on voit qu'elle a les pattes bleues, le plumage blanc et la crête rouge. Bleu, blanc, rouge. Cocorico. Mais par contre, elles sont un petit peu sauvages. C'est des volailles qu'on ne peut pas trop approcher. Elles aiment bien leur liberté, donc on ne peut pas les attraper comme ça. Regardez, si je m'approche, hop, elle va s'enfuir, on ne peut pas l'attraper. C'est une volaille qui aime la nature et qui vit en extérieur. En Bresse, la volaille est élevée en liberté pendant 4 mois au minimum. Chacune dispose d'au moins 10 mètres carrés d'espace. Pour renouveler son élevage, Cyril reçoit de nouveaux poussins 1 fois par mois. Alors là, c'est des poussins qui viennent de naître. On vient de me livrer mes poussins, donc voilà.
Alors c'est des poussins qui sont nés ce matin. Et on vient de me les livrer, donc je vais les mettre au chaud là, pour les faire grandir et pour que ça vienne de jolis poulets de Bresse. Par contre, on n'a pas encore les pattes bleues. C'est à partir de la 2-3e semaine que les pattes se colorent et qu'il commence à prendre son plumage bien blanc. Dans cette cabane, Cyril va continuer à surveiller ses poussins pendant 5 semaines. Attention. Allez, Titi. Allez. Oh, attention, mon petit. Alors là, c'est un lot de 700. Alors quand on reçoit des poussins comme ça qui ont un jour, il faut bien faire attention à ce qu'ils aient bien chaud et qu'ils s'hydratent bien. Donc on voit qu'il y en a qui commencent à boire, il y en a qui commencent à manger. Donc c'est très bien, pour l'instant, c'est parfait. On va les choyer là à l'intérieur, ils vont rester au chaud tant qu'ils s'emplument bien, qu'ils grossissent bien. Ils sont trop mignons. Tiens, regarde. C'est sûr. Cyril apprend à sa fille un geste de professionnel. Pour s'assurer que les animaux se portent bien, il faut contrôler la chaleur des pattes avec la joue. Ah oui, elle Ouais, c'est bon. chaude. Ouais. Là, on est en train de regarder si tout va bien au niveau des poussins. Donc là, ça va pas trop mal. En même temps, on regarde aussi s'ils sont bien, on appelle ça en couronne, autour de l'éleveuse. Donc ils sont bien répartis correctement. Donc c'est qu'ils ont ni trop chaud ni trop froid. Ils sont très bien comme ça. C'est de la surveillance, c'est comme des petits-enfants, hein, c'est la même chose. Au bout de quelques semaines, les mâles vont être sélectionnés. Ils deviendront alors un mets de choix, recherché par les plus grandes tables, le chapon de Bresse. Cyril emmène le chef étoilé Didier Goiffon choisir ses plus belles volailles. Ouais, ils sont vraiment magnifiques, Cyril. C'est incroyable. Tu te rends compte que tu fais des œuvres d'art toute l'année, là. C'est plutôt quand même sympa de voir le bocage bressant comme ça, avec toutes ces reines blanches. Après, les caviars, truffes et homards en tout genre. On peut dire que la volaille de Bresse est considérée comme étant la 4e merveille de la gastronomie. Je pense qu'on peut le dire, puisqu'elle va sur toutes les tables du monde. Et quel bonheur pour nous de le cuisiner par la suite, parce que c'est une chair tout à fait extraordinaire, puisqu'elle est extrêmement persillée. La volaille de Bresse l'étant déjà naturellement. Elle est très persillée, très goûteuse, très charnue. On fait des miracles avec. C'est près de Bourg-en-Bresse que se trouve le restaurant du chef étoilé. Pour sa recette de poulet, Didier s'est inspiré de ses origines bressanes et de la cuisine méditerranéenne qu'il a longtemps pratiquée. Là, je vais préparer la bouillabresse, façon bouillabaisse. C'est un petit peu la fusion entre la terre et la mer. On était dans un contexte de cuisine du Sud. On a mis du temps à trouver l'équilibre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec cette volaille de Bresse. On s'est inspiré de la bouillabaisse et du poulet aux écrevisses. Avec un accompagnement de petits légumes, le chef va rajouter les saveurs marines d'une fricassée d'encornet et une flambée d'écrevisses. Le mariage de l'écrevisse et de la volaille de Bresse fonctionne déjà depuis des lustres et fait même d'ailleurs partie du patrimoine culinaire français. La volaille aux écrevisses, c'est quelque chose qui date. Donc bien sûr, le mariage rivière et terre fonctionne à merveille. 1h30 plus tard, Didier dresse l'assiette. On est dans de la volaille d'exception qu'on prend plaisir à préparer. Là, on a donc tous les éléments qui sont réunis et au dernier moment, on va pouvoir mettre le bouillon lié d'aïoli. Oula, c'est magnifique. J'ai bientôt fini. J'espère que c'est une interprétation qui va te plaire parce que ça me met un peu la pression. C'est joli déjà, ça donne envie de goûter. Hein. Bon, écoute, c'est gentil. C'est magnifique.
Bon appétit. On attaque? On y va? Ah bah écoute. Allez. Je commence par le poulet. Hein. Ouais, bah, tu verras, il est bien planqué. Ah, super. Le côté terre-mer, finalement, il est presque logique, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'aime bien, c'est la différence de texture, la fermeté de la volaille. Ouais. L'encorné qui est un petit peu plus de mâche. Enfin, c'est une belle association entre la volaille, les écrevisses, le bouillon qui est juste assaisonné correctement. C'est super. Enfin, moi, je me régale et je suis vraiment fier d'avoir mon poulet dans cette assiette. C'est vraiment avec un plaisir que je mange tout ça. Pour obtenir ce goût unique, les éleveurs perpétuent un autre savoir-faire. Après le plumage, le roulage. La volaille est emmaillotée dans une toile pour mieux répartir la graisse. Depuis la fin du 19e siècle, ce savoir-faire a donné naissance à un concours de beauté original. Chaque année, au mois de décembre, les éleveurs présentent leurs plus beaux spécimens aux fameuses Glorieuses de Bresse. Il est 4 heures du matin. Cyril est venu participer à ce concours prestigieux avec son père et son frère. Dans la halle de Bourg-en-Bresse, une vingtaine d'éleveurs s'activent. Ils ont 3 heures avant le passage du jury. Là, on est en train de déballer nos volailles. On enlève la toile. Et c'est là où on découvre vraiment si on a bien travaillé ou pas. Si la volaille a été préparée correctement, si elle a bien été engraissée. En fait, il faut vraiment que la volaille soit une forme de ballon de rugby, que les ailes soient bien incrustées, que la graisse soit bien répartie des deux côtés. Et en même temps, après, il faut trouver des pièces vraiment similaires. Donc on a dit, on part sur les 4, 1, 2, 3, 4. L'objectif du concours, c'est de présenter plusieurs lots de volailles. Et pour chacun, Cyril doit prouver qu'il est capable de reproduire de manière identique l'excellence de son savoir-faire. J'ai amené une trentaine de volailles et on va trier pour essayer de faire le plus joli lot de 4. Donc ça se rétrécit au fur et à mesure. Et si je vois aussi que ça va pas... À chaque fois, on se dit, bah, celui-là, il part un petit peu dans un sens, l'autre dans l'autre sens. Les ailes sont moins collées d'un côté, sont plus collées de l'autre. On voit que les défauts, donc c'est assez compliqué. Ouais. Donc on prend, on remet, et à la fin, on va peut-être laisser les mêmes ensemble, mais c'est assez compliqué. Ouais. Je l'emmène là-bas, puis on verra ce qui... Il reste moins d'1 heure et l'éleveur doute encore. Il n'est pas sûr du choix des volailles à présenter pour ces lots. On commence à avoir la pression parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas vraiment à faire nos lots. On voit le temps qui tourne. On se dit, bon, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pas y arriver? Bon, ben, on verra ce que ça va donner à la fin. Plus que quelques minutes pour la dernière mise en beauté. J'ai identifié, c'est des scellés inviolables, donc maintenant c'est fini. C'est décidé. Pour nous, c'est les plus jolis. On verra pour le jury. Il est 7h30. Les éleveurs ont quitté les lieux. Ils laissent place au jury, composé de professionnels et d'amateurs gourmets. Très vite, les 30 membres se dispersent en petits groupes pour examiner le millier de volailles exposées. Et là, c'est un peu plus jaune. Là, en matière de couleur, c'est plus homogène. Il y a ce lot, là. Si on met un prix d'honneur ici,
PH. Le premier prix à côté, non? Ça, roulage de grande qualité. Voilà. On recherche la blancheur. Alors c'est tout un savoir-faire de la part d'éleveurs pour arriver à produire des volailles de Bresse avec cette chair blanche. Vous voyez ici le granule, on le perçoit facilement ici, alors que là il a complètement disparu. Et ça c'est le travail de l'éleveur. L'aspect granuleux doit disparaître avec le roulage. Autre élément peut-être aussi, vous voyez que les ailes font corps avec l'animal. Après 1 heure de délibération, les jeux sont faits et les prix sont attribués. Allez, la tombola du comité est faite. Les portes s'ouvrent au public. C'est la question à gagner. Cyril et son père peuvent enfin découvrir s'ils ont été primés. Ah. Prix d'honneur. Premier prix. Deuxième, troisième. Un prix d'honneur, donc ouais, c'est la plus haute distinction pour l'hôte de Chapon, donc c'est une belle satisfaction, on a bien travaillé, c'est super. Bonne journée. 4 lots, 4 prix. C'est valable, hein? Il ne faut pas se plaindre. C'est une belle consécration, ouais. J'appelle Cyril Degluer. Donc Cyril a un prix d'honneur pour ses chapons lot de 2 avec un chèque des Poulardiers. Cette année encore, Cyril a remporté de très nombreux prix. Ce chèque. Nous sommes à Bourg-en-Bresse. Cet hélicoptère décolle pour une mission scientifique au-dessus d'une rivière sensible du département. Son périple commence au nord du massif du Bugey, dans les gorges de l'Ain. À son bord, il transporte une équipe qui travaille pour la préservation de la rivière. On est sur le lac de Coiselet. On a quand même un paysage un peu différent parce qu'on voit des lacs, on n'a pas l'impression que c'est une rivière, mais on est bien sur une rivière complètement différente, transformée, qui serpente au fond. Céline est chargée de la préservation de la basse vallée de l'Ain. Mais avant d'y arriver, elle survole les lacs de barrage qui ont immergé les anciennes gorges de l'Ain. Sur les rives, les falaises cachent un immense réseau d'eau souterraine. Donc là, voilà, c'est superbe, on a une falaise qui descend et dans cette falaise, il y a une grotte tout à gauche qui est la grotte de Corvésia, c'est la résurgence d'une rivière souterraine. On va avoir un porche d'une trentaine de mètres de hauteur. Donc on est vraiment là sur un phénomène géologique avec la rivière qui descend et qui va se jeter dans la rivière d'Ain. L'hélicoptère arrive en vue d'un des viaducs les plus imposants de la rivière. Le pont de Cisse-Bolozon. Construit à la fin du 19e siècle, cet ouvrage d'art est composé de 2 niveaux. Là, on voit une très belle boucle qui fait vraiment le contour de ce massif rocheux là. C'est magnifique là de le voir dessus, cette boucle, c'est superbe. L'hélicoptère poursuit son vol sur une dizaine de kilomètres en direction de la retenue d'Allemand. On arrive sur la dernière partie ici des gorges de l'Ain. À gauche, le dernier barrage, le barrage d'Allemand. C'est là où commence pour nous la basse rivière d'Ain et notre secteur d'intervention. Et on va petit à petit, à l'aval de cette retenue des barrages, arriver sur une partie beaucoup plus sauvage, beaucoup plus libre. Pendant l'été, à cause des barrages, le niveau de l'Ain baisse et l'équilibre écologique de la rivière est menacé. Un
Un des enjeux de la préservation de la rivière d'Ain et de la ressource en eau, c'est de trouver un équilibre entre les besoins en eau des agriculteurs et les besoins de la rivière en été, puisque l'agriculture pompe dans les nappes phréatiques qui alimentent en eau fraîche la rivière. Toutes ces interventions humaines mettent aujourd'hui en danger la biodiversité de l'Ain. C'est pourquoi la rivière est sous haute surveillance. On a fixé une caméra en dessous de l'hélicoptère et cette caméra, donc, elle prend la mesure de température et on va mesurer la température de la rivière. Ce genre de mission, ça sert à détecter les zones froides. C'est important en été. En été, quand la température de la rivière est assez importante, on peut atteindre 25 degrés. Certains poissons, comme les ombres ou la truite, vont chercher ces zones froides. Donc là, on voit la rivière, elle est plus sombre, donc elle est plus froide que le reste. Sur le bord, on peut avoir des champs ou des bancs de gaviers sur le bord de la rivière qui vont être en couleur plus chaude. Les informations que les travaux de Vincent nous fournissent nous permettent d'avoir des éléments scientifiques que l'on peut repérer facilement sur des cartes pour visualiser vraiment ces arrivées d'eau froide dans la rivière en été pour pouvoir les préserver. Les résultats pour l'instant, c'est que sur cette rivière d'Ain, on a observé un nombre important de ces zones froides. Concrètement, ça veut dire que sur cette rivière, on a beaucoup de zones qui vont permettre de faire des refuges pour des poissons et elles vont également être source de biodiversité. Ces zones sensibles sont indispensables à la survie d'une espèce de poisson, devenue de plus en plus rare, l'ombre commun. Avec ses eaux fraîches et courantes, l'Ain lui offre un milieu idéal. Pour veiller sur ces poissons, Céline s'appuie sur des sentinelles de la rivière. Elle rejoint Daniel Rojon, l'un des meilleurs connaisseurs du cours d'eau. Donc c'est les poids, ça permet que tu stabilises, c'est ça? C'est-à-dire que si tu ne mets pas les poids, tu vas te faire emporter par le courant un peu trop vite, quoi. Donc t'en mets un peu pour tenir un peu, pour rester un peu plus avec les poissons. D'accord. Je vais demander de me montrer les ombres dans leur courant, parce que je les vois d'habitude des ponts ou dans les résurgences phréatiques, et c'était l'occasion, comme il le fait de façon amateur régulièrement, de voir sous l'eau ces beaux poissons avec leur nageoire bleue. Donc j'espère que ça va briller. Merci. Une fois sous l'eau, les premiers ombres font leur apparition. Tu les as vus les deux là? Oui, j'ai vu les deux. Tu les as vus là? Ouais. Ils sont passés sur ta gauche. J'aimerais bien en voir plus, là il n'y en a pas tout à fait assez. Compte tenu des difficultés qu'on a à maintenir une présence d'ombre sur la rivière avec le réchauffement de la planète, les canicules répétées, la pêche intensive, les barrages et un peu toutes les nuisances qu'ils ont à supporter, déjà de les voir, de voir qu'il y en a encore et de les voir vivants, en bonne santé dans leur milieu, pour nous c'est un émerveillement à chaque fois parce qu'on a tellement peur qu'ils disparaissent de cette rivière comme d'autres rivières en France que rien que de voir qu'ils sont là, déjà ça nous suffit, ça suffit à notre bonheur. J'ai l'impression que les poissons sont en bonne santé, en tout cas ceux-là qu'on a vus. Ils sont dans le courant, ils avancent, donc ça devrait être un signe de bonne santé. Mais c'est ceux-là, il faut voir les autres dans quelle santé ils sont. Pour essayer de trouver plus de spécimens, Daniel emmène Céline là où le courant est le plus fort. Ils sont juste derrière la caserne.
Pour appâter les poissons, Daniel remue les cailloux avec ses pieds. Ce geste libère des larves et attire les ombres qui viennent manger ses proies faciles. C'est un beau spectacle sous l'eau, oui, parce que ça bouge dans tous les sens. Alors il faut un peu se tenir parce qu'il y a beaucoup de courant, mais c'est intéressant, ouais. C'est intéressant parce qu'ils ont des petits points sur le côté et c'est un peu leur carte d'identité. Et donc là, je les ai bien vus, donc ça m'a permis de les repérer. L'ombre est emblématique de la rivière d'Ain parce que c'est un poisson qui y est déjà depuis toujours. C'est pas un poisson qui a été introduit. On vit maintenant dans une société ou dans un environnement où il y a beaucoup d'espèces introduites, invasives. Et l'ombre a toujours été présente sur la rivière d'Ain. Et comme c'est un poisson qui est exigeant en termes de qualité d'eau, d'oxygène et de nourriture et de plein de choses, il lui faut aussi un substrat particulier pour pondre ses œufs. Si on arrive à sauver les ombres de la rivière d'Ain, on sauvera tous les poissons de la rivière d'Ain parce que c'est le plus exigeant. La rivière termine sa course par cette vaste confluence avec le Rhône. Un espace naturel dynamique qui se transforme au gré des courants. Quand j'arrive ici, je me dis, c'est pour ça que je travaille, c'est pour garder ce paysage, c'est pour garder cette atmosphère. C'est un peu l'aboutissement, en fait, de tout le travail que l'on mène tout au long de l'année. Et c'est un endroit fabuleux qui nous permet de se dire, on a un beau job. C'est fabuleux. À l'est de la confluence de l'Ain, les coteaux du Bugey abritent un vignoble rare. Ils sont les terrains de prédilection d'une sommelière de la région, Caroline Deschler. Dans le Bugey, il y a 3 zones viticoles différentes. Donc forcément, il faut traverser le pays de long en large, ce qui n'est pas désagréable du tout, surtout quand il fait beau comme aujourd'hui. Je fais une partie du travail du sommelier. Je vais voir les vignerons, et surtout là où les vendanges maintenant vont avoir lieu dans quelques jours. Et je vais voir un petit peu comment ça se passe, comment va la vigne, comment les vignerons ressentent cette future vendange. Caroline se dirige vers le village de Cerdon. Les vignes sont plantées ici, à flanc de colline, dans une vallée qu'on appelle une reculée. Là, dans cette petite reculée, on a une lumière qui est assez particulière selon les heures de la journée et le paysage est à couper le souffle, extraordinaire. On voit les vignes, on voit nos falaises calcaires bugistes et jurassiennes. On voit les grands joncs, la vieille tour de Mérignac. Le village de Cerdon est au cœur de plusieurs belvédères rocheux. Il a donné son nom à une appellation où l'on produit un vin mousseux rosé. Caroline a rendez-vous avec un viticulteur pour une dégustation.
Voilà, donc là, c'est le 2 cépages que tu retrouves sur cette grande parcelle. C'est un Cerdon 2015, c'est un assemblage de gamètes Poulsard. Alors là, on est sur des arômes de fraises, framboises. On peut avoir quelques notes aussi de pommes, de poires, aussi quelques côtés floraux. C'est un vin qui est très fruité, assez subtil, avec une finesse de bulles. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique des beaux Cerdons, des bulles très très fines, qui sont à peine taquines, un peu malicieuses, mais qui ne sont jamais gênantes, en fait, qui accompagnent vraiment toute la dégustation. C'est pour moi aussi un vin qui est vraiment spécial, parce que souvent, les gens ne le connaissent pas, et j'adore le faire découvrir. Et c'est le moment de la surprise ensuite, quand ils ont tous fruité, le léger sucré. C'est jamais un vin auquel on s'attend. Pour obtenir ce pétillant, la famille Dély se transmet depuis 4 générations un savoir-faire local. Ce vin devient effervescent naturellement grâce au procédé de vinification. Avant même la fin de la fermentation alcoolique en cuve, on va mettre ce mou partiellement fermenté en bouteille. Cette même fermentation va continuer à fermenter dans la bouteille pour faire la mousse. Pour moi, c'est un très très joli vin. Regardez sa couleur. Là, on a l'impression que le soleil s'est couché dans le verre. Il a les bulles, il a la joie, il a la malice, il a les épices, il a tout. Avant de se rendre dans le prochain vignoble, Caroline fait un détour. Alors là, on est en plein cœur du Bugey. On va dans le petit hameau d'Indrieux, qui appartient au village d'Arinda. Et puis on va voir donc Émilie Manos, qui est l'une des 2 dernières fromagères à fabriquer du ramequin. C'est un fromage très très particulier avec lequel on fait de la fondue. Il a une réputation particulière, ce fromage, parce qu'il est, assez odorant et en bouche assez puissant. Et il est très très rare. Tiens, t'arrives juste impeccable. Je t'ai préparé un petit ramequin. Tu m'en diras des nouvelles. Magnifique. Je crois que je vais goûter tout de suite, en fait. Voilà, donc j'ai préparé... C'est fort, le ramequin, donc il faut toujours le temps de se remettre. On va lui remettre de l'eau, là. Alors, c'est une très très vieille tradition que Émilie, elle, a revisitée et refait vivre depuis quoi, une dizaine d'années maintenant. Voilà, c'est à peu près ça. En fait, j'ai la passion des fromages. Moi, j'étais dans un autre métier avant. Je suis venue à l'agriculture par amour. Et donc, j'étais amoureuse des fromages. Et ayant les vaches sur place avec le lait, je me suis dit, il faut que je fasse du fromage. Donc, en étant dans le Bugey, au pays du ramequin, c'était le fromage à fabriquer. Pour élaborer ce fromage, Émilie a dû aller chercher les secrets de fabrication auprès des anciens. Donc c'est un fromage à la base qui est écrémé. Donc on va le faire cailler pendant 24 heures. Et donc c'est voilà au bout de 48 heures ce que ça peut donner. Donc nous avons 1 litre de lait par fromage. Et ensuite, on va le faire sécher pendant 15 jours. Et après, on va partir dans les pots en grès pour l'affiner pendant 2 mois. Le pot en grès, c'est une sorte de mini-cave. Donc les moisissures vont bouger, les levures aussi, vont faire leur travail. Et au bout de 2 mois, on a ce résultat en fait. Voilà. La dernière étape, on le lave. Et donc là, ils sont prêts à consommer. Donc pour les consommer, on les coupe en lamelles. Et après, on les cuisine. Par contre, on consomme uniquement cuisiné. Comme ceci, Caroline, tu peux goûter. Tu vas voir, c'est... Oula. Voilà. C'est un petit cadeau. Non, non. Justement, pour extérioriser tous ces goûts, tous ces arômes, il faut le cuisiner. Il y a l'ail qui a une grosse importante et le beurre aussi. Comme on a enlevé le beurre au départ... C'est déjà bon, là. Alors, c'est un fromage unique, qui a vraiment un goût très, très particulier, assez prononcé. Puissant, aromatique, parfois on dit un peu vieille chaussette. Mais c'est assez addictif, en fait. Une fois qu'on a passé la première bouchée, on aime et on y revient. Donc là, c'est un bonheur. Hop là. Bon, on s'en met un peu partout, mais c'est pas grave. Caroline poursuit sa route vers les contreforts du Bugey.
Le vignoble du Bugey, je l'ai découvert quand je me suis installée dans le Bugey il y a une quinzaine d'années maintenant. Personnellement, je ne le connaissais pas du tout. Pourtant, j'ai grandi dans le Jura, donc c'est juste à côté. Et j'ai découvert de jolis vins assez modestes, mais qui méritent vraiment, vraiment d'être dégustés et d'être promus. Puisque, hors le Bugey, on les connaît effectivement très très peu, ces vins. Et quels que soient les cépages, on a toujours de bonnes surprises. Au bout de 45 minutes de route, elle arrive dans les vignes de Montagneux. Du côté de Montagneux, on a des coteaux qui sont très très escarpés, très bien exposés, assez caillouteux, des terroirs qui sont parfaits pour les deux cépages que sont la Roussette ou l'Altesse, hein, c'est le même cépage, et la Mondeuse. Les viticulteurs de ces domaines qui surplombent le Rhône ont dû s'adapter à ces pentes. Roland Bonnard travaille sur l'une des dernières parcelles plantées sur échalas. Alors là, je suis en train d'attacher la végétation sur un échalas. On appelle ça le palissage. Ça me permet de laisser les raisins sur l'extérieur de façon à ce qu'ils soient vraiment exposés au soleil correctement. Cette méthode ancienne permet aux vignerons d'obtenir des grappes de raisins plus vigoureuses et un vin plus concentré. Mais cette culture en espalier a aussi un autre avantage. Elles sont plantées sans avoir de fil de fer, ce qui permet un déplacement latéral. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, quand on travaille, d'aller de bas en haut et de haut en bas. Là, on travaille comme ça, ce qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus plaisant et beaucoup moins dangereux, en l'occurrence, quand le sol est sec. Voilà. Ces vignobles sur échalas témoignent du temps où l'on avait beaucoup de main-d'œuvre. Entretenir ces vignes prend 15 fois plus de temps. Planter comme ça aujourd'hui, c'est inenvisageable. Il y a un coût très élevé, mais sentimentalement, on y tient. Et c'est vrai que c'est des vignes qui sont vieilles. Les plus jeunes ont peut-être 70, 80 ans. Et c'est des vignes qui ont été cultivées par nos parents, nos arrière-grands-parents. Donc, on souhaite les conserver. Ces cabanes construites par les vignerons sont un autre témoin de cette époque. Ici, on les appelle les grangeons. Celui-ci, c'est vrai qu'avec ce toit pointu, c'est vraiment l'emblème de Montagneux, quoi. Dans le Bugey, les grangeons, c'est vraiment important dans notre paysage. Ça en fait partie intégrante. On ne serait pas vraiment dans le Bugey si on n'avait pas toutes ces petites cahutes parsemées à travers les vignes. En fait, pourquoi? La raison est toute simple, c'est que les vignes sont cultivées sur les terroirs adéquats, bien exposés, mais que certains propriétaires des vignes étaient, eux, beaucoup plus haut dans la montagne, là où la vigne ne pousse pas. Donc, quand ils avaient des travaux à faire l'hiver, l'été, ils descendaient avec leur matériel, leur petite casserole éventuellement, et puis ils passaient la nuit, ils faisaient le déjeuner, ils pouvaient même mettre le cheval à l'ombre, et ensuite ils reprenaient leurs travaux. L'un des plus beaux exemples de la région se trouve au cœur de ce terroir. Une famille habite dans cet ancien grangeon très rare. Il a gardé son pressoir à l'intérieur. Quand la maison originale était vraiment trop loin, il fallait presser tout de suite parce que sinon le raisin s'abîme, hein, la vendange s'abîme, on a des mauvaises fermentations et ça gâte. Donc effectivement, dans certains grangeons, vous aviez de quoi faire le vin immédiatement, ce qui explique aussi sa taille, hein, puisque du coup il fallait pouvoir un petit peu stocker. On est tombé sous le charme de ce pressoir, on a trouvé ça vraiment important de le mettre en valeur. Beaucoup de gens nous disaient, mais ça vous prend toute la place, il faut l'enlever, vous ne pourrez rien faire avec ça. Et nous, c'était hors de question. Ça fait partie du patrimoine, ça fait partie de l'âme de la maison. Donc c'était juste pas envisageable pour nous de l'enlever. On est vraiment parti de l'idée qu'il fallait lui faire honneur et le mettre vraiment en évidence et lui donner toute sa splendeur.
Le Bugey, il faut savoir que c'est un tout petit vignoble avec 160 vignerons, de petites exploitations. Donc ça explique aussi pourquoi c'est pas très connu, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vins produits, donc on n'a pas de quoi arroser la France entière. Pour la dernière étape de la journée, Caroline se rend au pied des falaises de Manicle. Elle arrive dans le vignoble le plus prestigieux de la région, qui produit l'un des vins les plus recherchés. C'est l'un des rares crus du Bugey. Chez certains vignerons, il faut s'y prendre à l'avance, il faut réserver son vin. Moi, par exemple, j'ai mis 4 ans pour avoir le vin d'un des vignerons de Manicle. C'est le vin qu'on sort pour faire plaisir aux amis qui viennent en visite quand ils ne connaissent pas le Bugey, parce qu'on considère qu'effectivement, c'est l'un des meilleurs du Bugey. La qualité de ce vin renommé est liée à la falaise qui surplombe le domaine. La falaise agit comme un four solaire. Il n'est pas rare que ça monte à 40 degrés. Ça chauffe de là-bas, ça chauffe par le soleil et ça chauffe par le sol. C'est très bien pour les raisins, ça leur permet d'avoir toujours une belle maturité. C'est pas facile tous les jours, mais ça fait partie du boulot. Cette falaise, elle donne en plus des petits cailloux. Vous voyez les éboulis, là, ici, partout. Ces petits cailloux, ça fait un sol très drainant dans lequel la vigne va plonger très profondément. Et on sait que plus la vigne va chercher profondément l'eau, la nourriture, les oligo-éléments, les minéraux, plus les raisins sont bons, plus ils sont riches et plus ça promet des jolis vins, des vins profonds, des vins de garde. Ça a un peu accéléré ces derniers jours. On voit que les grains commencent à s'assouplir, la véraison se termine. Et puis... commence à sentir le sucre, aussi, ils deviennent, ils deviennent mangeables. Ce vignoble d'exception a toujours été convoité par les producteurs de vins de la région. C'est un domaine qu'on a racheté il y a une quinzaine d'années, mais c'est un vignoble qui a toujours été à part dans le Bugey. On sait que c'est ici que le pinot et le chardonnay ont été introduits en premier dans la région, par des bourguignons, bien sûr. Aujourd'hui, Yannick est l'un des 3 seuls producteurs à posséder des parcelles sur ce terroir. Le vignoble de Manicle est très limité en surface. Il fait 10 hectares, dont 8 seulement qui sont plantés. Ça nous oblige forcément à avoir des petits rendements et à apprécier chaque kilo de raisin qu'on va pouvoir y récolter. Le métier du sommelier, c'est aussi de se promener dans la vigne, d'aller à la rencontre des vignerons. Alors c'est toujours des moments qui sont particuliers. En général, c'est de belles rencontres. Et puis, avouez, quand on est ici, c'est quand même apaisant. On se ressource en fait en se promenant dans les vignes. Et puis quand on a un tel paysage qui s'offre à nous, on a juste envie de s'asseoir et de prendre son temps et de boire un verre de vin éventuellement.